French touch. Ça fonctionne, ça? Oui, oui. Ah. Voilà, on est écrivain, donc c'est écrit. Bonjour, je suis Marie-Aude Muraille, je suis écrivain pour la jeunesse. J'ai publié une centaine de livres chez Pocket, Gallimard, Bayard et surtout l'École des loisirs. Donc, voilà. On a des slides à lancer, si c'est possible. Voilà, parce qu'on est des écrivains modernes. Et donc, Oh là. le suivant, Il y a vas-y voir. des polices Voilà. d'écriture qui ont bugué. Donc, J'ai été adaptée au théâtre, en téléfilm, en bande dessinée. Je rencontre mon public un petit peu partout à travers le monde, Schlack. Et là, c'est mes traductions. Donc, je suis traduite en 27 langues. Et là, je vois beaucoup de gens. Voilà, d'ailleurs, je reviens d'Italie. Et puis, j'ai parcouru le monde, voilà. Et je viens de recevoir le prix Hans Christian Andersen, décerné par l'ONG IBI. Et voilà, yoho! The International Board of Books for Young People. Et donc la remise du prix, comme vous le voyez, a eu lieu à Putrajaya en Malaisie et j'y étais pour accompagner ma mère en tant qu'interprète. Donc moi, je suis Constance Robert-Muraille. Je suis normalienne agrégée d'anglais et conseillère en communication. Et je viens d'une famille d'artistes. J'ai longtemps essayé de ne pas en être une. Et malgré moi, je me suis quand même retrouvée à être parolière et chanteuse dans le duo avec mon compagnon Silsae. Et narrative designer dans un projet de jeu pour non-voyants, accessible aux non-voyants, qui s'appelle Les Yeux Clos. Et donc la dernière aventure, c'est que je viens de coécrire avec ma mère un roman young adult qui paraîtra au printemps prochain à l'École des loisirs, intitulé Sauveur et fils. C'est le dernier tome d'une série de livres qu'elle a commencé en 2013. Et à l'occasion de cette collaboration, nous nous sommes posé une double question. Est-ce qu'un écrivain jeunesse a le droit de vieillir sans tuer sa carrière ? Et par ailleurs, est-ce que... Voilà, c'est Voilà, une question beaucoup plus profonde, comme vous le C'est à peu près ce qui voyez. se passe dans mon cerveau actuellement. Et la deuxième question, c'est est-ce qu'une fille d'écrivain a le droit d'écrire sans tuer sa mère ? Ouais, c'est que c'était pas politiquement correct, ça doit être pour ça. J'ai Ok. été censurée. Voilà. Alors, comme les enseignants, en fait, je vis le même problème, c'est que j'ai en face de moi un public éternellement jeune que je suis censée captiver. Alors, est-ce que je dois faire des liftings successifs ? Est-ce qu'il faut que j'aille regarder la dernière série culte sur Netflix ? Est-ce qu'il faut que j'écoute de la K-pop ? Est-ce que je dois me coller sur TikTok ? En fait, bon, quand j'avais 30 ans, effectivement, ma littérature, elle était toute bruissante du monde des ados. Mais mes personnages, ils ont fait comme moi, ils ont vieilli. Donc, celui-ci, il a 14 ans et celui-là, il a 40 ans. Et en réalité, maintenant, je crois que j'ai aboli la notion de classe d'âge au profit du dialogue intergénérationnel. Et par exemple, dans La fille du docteur Baudouin, eh bien, je m'intéresse autant au médecin quinquagénaire qu'à sa fille Violaine, qui a 17 ans. Et donc, pour rester à l'écoute de plusieurs générations, ce que tu as fait, c'est que tu as bien espacé tes enfants. Ouais, je suis très pro. Voilà. J'ai un frère qui est né en 77, un autre en 87, et moi, je suis de 94. Voilà. Voilà. Donc, ça fait que en 35 ans, j'ai collectionné les footballeurs Panini. J'ai eu les images Dragon Ball Z. Bon, alors j'ai eu un creux à Pokémon, mais j'ai rempilé pour Yu-Gi-Oh! J'ai eu tout Star Wars en modèle réduit à la maison. J'ai découvert qu'on pouvait survivre à 13 ans avec 3 expressions. C'est clair, t'inquiète et grave. J'ai été initiée au livre dont vous êtes le héros, aux jeux de rôle, aux jeux vidéo, aux jeux en réseau, au chat. J'ai été un pilier de France Télécom grâce à tous leurs dépassements de forfait. Et tu as subi courageusement le rap de mes frères aînés en pensant que tu ne pourrais rien vivre de pire, mais ça, c'était avant que je découvre Laurie. Et j'ai aussi fait alors toutes les erreurs éducatives de ces années-là. Par exemple, j'ai installé un ordinateur dans les chambres de mes enfants. Je leur ai donné un téléphone portable à 11 ans. Je l'ai fait parce que j'étais trop cool. On était des parents modernes. On avait connecté tous nos ordinateurs dans la maison pour que Charles puisse jouer à dégommer des terroristes avec ses copains. Il y avait des câbles partout. Moi, j'ai adoré ça. Et en fait, j'étais sans résistance face au progrès, aux nouvelles technologies, parce que j'étais un écrivain pour la jeunesse. Alors donc, ils étaient, eux, toujours à la pointe du progrès. Et quand j'allais dans les écoles, dans les bibliothèques, rencontrer les jeunes, les gamins me disaient « Comment tu sais ça, toi ?» Et je répondais « J'ai mes informateurs. »
Et je pense que c'est aussi un peu ce rôle d'informatrice qui m'a appris à raconter des histoires. Parce qu'en fait, quand je revenais de l'école, je posais mon gros sac par terre et je courais dans le bureau de ma mère pour lui raconter toute ma journée, lui déverser les cours, les profs, les copains, les embrouilles, etc. Et quand il y avait un truc nul qui m'arrivait, j'essayais de trouver l'angle comique. Je me disais, comment je vais raconter ça à maman ce soir ? Et en fait, ce faisant, je te cherchais du matériau. Et dernièrement, d'ailleurs, tu t'es dit, en allant À Pôle emploi, à Pôle emploi, oui, ça, c'était... je me suis dit, bon, c'était un rendez-vous Pôle emploi particulièrement kafkaïen, et je me suis juste dit, ça fera une bonne scène. Et ça a suffi à me consoler. Voilà. Tu connais mon mantra. Hein. Tout doit servir. Mais mes précieux rabatteurs d'informations ont fini par quitter la maison. Et ça aussi, j'ai trouvé que c'était bien. Vos enfants ne sont pas vos enfants, ils sont les enfants de la vie. Ouais, seulement j'ai senti que quelque chose se retirait de moi. Maintenant que vous n'êtes plus là au quotidien, eh bien, j'ai du mal à maintenir mon intérêt pour tout ce monde qui bouge à une vitesse folle et qui finalement me paraît faire souvent much ado for nothing. Beaucoup de bruit pour rien. Mais je reste sur le terrain, c'est ça que je fais. Je vais dans les écoles et les bibliothèques pour rencontrer cette nouvelle génération. L'univers que se créent les jeunes d'aujourd'hui, ça continue à m'émouvoir et à me faire rire. Et puis de toute façon, dès que j'ai un ado en face de moi, avec sa façon de parler, sa gestuelle, ses complexes, son humour, je sens battre en moi un cœur adolescent. Parce que, en fait, la personne que vous étiez et que nous étions à 15 ans, elle est toujours là, elle est sans cesse réactivée, d'autant plus quand on est au contact des jeunes. On n'arrête jamais de découvrir et on n'arrête jamais d'être troublé. Et au fond, ce qu'un écrivain jeunesse doit chercher, au-delà des modes, c'est les invariants. Et un invariant pour un adolescent, c'est quoi ? C'est que c'est toujours la première fois. C'est le premier amour, c'est la première expérience sexuelle, c'est la première trahison. Et moi, j'arrive à ce moment clé de la construction de la personnalité. Tu m'as dit qu'avec le temps, tu avais senti la nécessité de parler aux jeunes d'autre chose que de leur propre centre d'intérêt, leur mode, leur code vestimentaire, leur code langagier. Oui, de leur parler de choses moins fugaces, de tout ce que j'avais reçu, moi, en héritage, la culture, le patrimoine, les valeurs. C'est très à la mode, la transmission. Yes, mais ça ressemble trop au mot transfusion. Et j'avais pas envie, en réalité, de me vider pour te remplir. C'est pas ce qu'on a vécu quand on a écrit ensemble, hein, parce que ça m'aurait épuisé, littéralement, et je crois que ça t'aurait énervé. Oui, c'est comme cette idée, on me dit souvent, alors, est-ce que c'est le passage du flambeau ? C'est comme si, pour que moi je puisse briller, il fallait que toi tu t'éteignes, et que pour moi je puisse creuser mon trou dans le monde de l'écriture, il fallait que je t'enterre dedans. Yes. Alors que ce que je constate dans les différents milieux pro que j'ai pu fréquenter, c'est qu'il y a cette espèce d'image assez négative du dialogue intergénérationnel. Vous devez le voir dans vos entreprises, il y a ce stéréotype qui oppose d'une part les vieux qui s'accrochent au pouvoir et aux privilèges, et de l'autre les jeunes qui refuseraient la moindre contrainte et qui démissionnent dès qu'on leur déroule pas le tapis rouge. Moi, cette image de dégagisme versus mépris, un peu genre OK boomer contre ces feignants de millennials, ça me fatigue parce que c'est une logique de mise en compétition des générations et qui laisse aucun espace à la co-création. Alors que pour moi, le dialogue intergénérationnel, particulièrement dans les industries créatives qui nous rassemblent à la French Touch aujourd'hui, ça doit être un win-win. C'est un coup de main, un rapport pédagogique qui va dans les deux sens. Ah bah oui, d'ailleurs, à propos d'aller dans les deux sens, quand on a commencé notre collaboration sur Sauveur et 7, tu as cru que j'allais te demander du matériau. Oui, j'étais censée être une simple documentaliste pour maman. Voilà. Sauf que si j'avais utilisé tes compétences de chercheuse et tes connaissances sur la jeune génération, je me serais comportée en prédatrice, en mangeuse de chair fraîche. Parce qu'on ne s'en tire pas, vous savez, avec la petite ligne de remerciement à la fin du bouquin. Donc, au bout de quelques pages, j'ai demandé à Constance d'écrire une scène, de mettre ses personnages. Bon, alors, c'était un pari. Hein. Qu'est-ce que j'avais lu de toi ? Quelques lettres à tes chers parents, voilà, un devoir d'invention au collège, elle avait eu une bonne note, ses travaux de chercheuse. Donc, je ne savais pas si elle pouvait écrire même un dialogue. C'était un pari. Seulement, voilà, j'ai préféré le risque d'un échec à la certitude de t'exploiter. Cette mise au pied du mur, ce moment où tu m'as dit « c'est ta scène, écris-la, go », ça m'a aidé à surmonter ma tendance à la procrastination. Avec ton expérience de l'écriture, j'apprends que le premier jet n'a pas forcément besoin d'être le bon, qu'il faut s'y mettre, tout simplement. Et j'ai tout le temps des espèces de
de crise de légitimité, en mode est-ce que j'ai vraiment quelque chose à apporter à ce monde, etc. Dans ces cas-là, tu me dis, tu sais, on n'a pas écrit grand-chose d'original depuis Homère. Et bon, ça me calme, ça m'enlève de la pression, quoi. Oui, d'ailleurs, même pour venir ici, tu te demandais quelle était ta légitimité. Alors, je lui ai dit la phrase de ma mère, « Personne ne m'impressionne ». Faites-en un mantra. Alors, où est-ce qu'on en est? D'ailleurs, je ne suis tellement pas impressionnée que j'ai perdu ma page, mais ce n'est pas bien grave. Page 5, regarde, c'est juste derrière. C'est vrai, j'ai toujours un problème avec les chiffres. Ce que j'ai constaté avec toi, c'est ce que je contestais il y a quelques années. Écrire un roman, ça s'apprend. Il y a des techniques d'écriture narrative. Moi, je les ai apprises toute seule en décortiquant les romans et en écrivant depuis l'âge de 13 ans. Mais je peux te faire gagner du temps en te transmettant ce que j'ai appris. Mais je suis pour la pédagogie active, voyez-vous. Et ce qu'il faut, c'est mettre la personne à écrire et à surtout réécrire. Parce que, in fine, le secret de l'écriture, c'est pas marrant, hein, c'est la réécriture. Et c'est ce travail de réécriture que j'ai découvert parce que quand j'observais ma mère quand j'étais plus jeune, j'avais l'impression que c'était un espèce de processus créatif du type je rêvasse dans mon lit, puis à un moment je m'assieds à mon bureau et ça sort de moi, chla, comme ça, d'un coup, c'est parfait, c'est prêt pour l'impression. Un truc un peu magique. Voilà. Je vais vous citer le philosophe Alain, parce que je l'aime beaucoup. L'erreur propre aux artistes est de croire qu'ils trouvent mieux en méditant qu'en essayant. Ce qu'on voulait faire, c'est en le faisant qu'on le découvre. Et Jules Renard, je l'aime beaucoup aussi, disait « L'inspiration, ce n'est peut-être que la joie d'écrire, elle ne la précède pas. » Donc, il faut se mettre au boulot. Avec Sauveur, j'ai aussi appris par imitation en regardant raboter et remanier mes scènes. Donc, c'est une série raccourcisseuse. À la fin, je commençais à écrire mes phrases en sachant déjà ce qu'elle allait supprimer dans ce que j'étais en train d'écrire. Et puis, parfois, c'est moi qui suis passée derrière toi et qui ai rallongé tes scènes en te disant « tu coupes trop ». Et donc, au final, quand on relit le manuscrit de Sauveur et Fils, saison 7, là maintenant, on ne sait plus du tout qui a écrit ou réécrit quelle scène. Concluding thoughts, tenez bon, on y est presque. Alors, est-ce qu'un écrivain jeunesse a le droit de vieillir sans tuer sa carrière? En fait, j'avais posé pratiquement la même question à ma psychothérapeute, il y a quelques années, oui, je suis folle, et je lui avais demandé pendant combien de temps encore je vais progresser. Vous savez ce qu'elle m'a répondu? Tant que vous serez curieuse. Et en fait, je suis toujours curieuse de ce monde-ci et j'ai toujours envie d'apprendre. Merci. Je pense qu'on a écoulé notre temps. Non. Mais je vais quand même dire... non, mais ça fait rien, on fait du rab. Voilà, je vais quand même dire juste une chose, c'est... On vient de loin, putain. Est-ce que j'ai le droit d'écrire sans tuer ma mère? Oui, mon compagnon Thomas, qui a grandi dans une ferme dans la Creuse, m'a dit les enfants d'agriculteurs sont généralement des agriculteurs, les parents transmettent leur métier. Donc, certes, on a plus besoin d'agriculteurs que d'écrivains en France actuellement, mais j'ai la chance d'en avoir une à la maison qui m'apprend des choses, donc je la saisis. Ouais, mais en fait, tu avais aussi dit un truc super intéressant. Voilà, tu vas le dire quand même. Ah oui. Parce que, en fait, elle me sert aussi de sensitivité reader, parce que, bon, j'ai pas toujours le bon vocabulaire. Il y a une histoire avec les transsexuels, faut pas dire ça, hein, les gars. On n'a plus le droit de dire transsexuel. On a eu ce débat il y a quelques temps. Elle peut plus utiliser ce mot dans ses livres. Et effectivement, ça l'énerve de temps en temps qu'il y ait cette friction au niveau du vocabulaire qu'il peut y avoir entre les générations. Parce que c'est un dialogue inconfortable, en fait, le dialogue mère-fille. On n'est pas toujours d'accord. Et ça nécessite à la fois de l'aplomb et de l'humilité, le dialogue intergénérationnel. Donc, je vous encourage à faire ça chez vous. Tenir vos positions sans vous arc-bouter dessus. Voilà. Ouais, mais c'est quand même moi qui vais terminer parce que je suis ta mère. Et donc, tu as raison de parler d'humilité dans le dialogue intergénérationnel. Autrefois, je disais aux jeunes que je rencontrais, je prends le réel, je le filtre et je vous le passe dans les fictions pour que vous n'ayez que ce qui est supportable. Sauf que maintenant, je ne peux plus les protéger à la pointe de mon stylo parce qu'ils nous ont vus tellement démunis, nous, les adultes. Ça a commencé avec le Bataclan, ça s'est aggravé avec le Covid, et puis il y a eu cet été cataclysmique, et maintenant il y a la guerre. On est toujours dans l'imprévisible, on est toujours dans l'urgence. Alors désormais, je dis quoi aux jeunes? Je dis, je me tiens à vos côtés. Sur la même ligne de front. Merci. French touch.